Chalut! Que vous soyez abonné ou que vous soyez tombé par je ne sais quel miracle sur cette chaîne, bienvenue! Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mes dernières acquisitions livresques que j'ai faites au cash à côté de chez moi. Bref, je vous ai fait tout un speech que je ne vais pas vous repasser maintenant, ça sert à rien. Et donc du coup, cette fois-ci, je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de février. Il y en a 5, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du super mauvais aussi. On va voir ça ensemble. On va y aller par ordre chronologique. Ma première lecture du mois, ça a été Robert Né Dons Propres de Amélie Nothomb. Je ne l'ai actuellement pas sous la main parce que je l'ai lu sur liseuse et depuis que j'ai acquis ma liseuse, j'ai cette espèce de sale habitude. À partir du moment où je termine un livre, je le supprime aussitôt. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette habitude de... Voilà, mais j'arrive pas à garder un livre lu dans ma liseuse. Je le supprime automatiquement, je ne sais pas. Donc je ne l'ai pas sous la main. Et d'ici là, j'aurai sûrement acquis mon nouveau logiciel de montage. Je vais pouvoir me la raconter. Je vous mets la couverture ici. J'espère que ça marche. Robert Des Noms Propres, de quoi ça parle? Là, c'est le moment où il faut que je résume un Nothomb et je sais pas comment je vais faire. Pour tous les amateurs d'Amélie Nothomb, vous savez à quel point c'est galère de résumer un de ses bouquins parce que c'est irrésumable, tout simplement. Robert Des Noms Propres, c'est l'histoire d'une gamine qui naît en prison, tout simplement, parce que sa mère, à partir du moment où elle était enceinte, a eu un espèce de délire et a fini par buter son fiancé. Donc cette gamine naît en prison et finalement est reprise par la sœur de la mère et affublée d'un nom hyper bizarre, Plectrude, et est portée en espèce de génie, je ne sais pas pourquoi, par sa mère adoptive. Il y a quelque chose à savoir sur Plectrude quand même, c'est qu'elle est hyper naze à l'école, ce qui fait d'elle une espèce d'outsider étrange. Elle est vraiment super naze à l'école, mais par contre elle excelle en danse classique. De par son talent, sa mère décide donc de l'envoyer dans une école spécialisée. École spécialisée qui n'a de spécialisé que le nom, selon moi, parce qu'elle s'apparence plus à une espèce d'école de torture. On danse quasiment jamais là-bas. On s'affame, il n'y a pas de souci, on manque de sommeil, tout ça, mais on danse rarement. Apparemment, danser là-bas, c'est la récompense. Mais là, tout ce que je vous dis, c'est uniquement le contexte, parce que du Amélie Nothomb, comme je vous disais pour le résumer, c'est hyper compliqué. Et sous la plume de Nothomb, vous imaginez bien que ça va pas être la simple histoire d'une nénette appelée Plectrude qui se retrouve en école de ballerine où c'est la merde en fait, où elle doit maigrir, etc., ceci et cela. C'est au-delà de ça en fait, c'est le contexte, mais connaissant Nothomb, c'est au-delà de ça. Et franchement, c'était une lecture que j'ai trouvée plutôt sympa. Après, c'est du Nothomb. Mon rapport à Amélie Nothomb, il a toujours été un petit peu spécial. Depuis que j'ai découvert son tout premier roman, je crois que j'avais quelque chose comme 11 ans. C'était Acide sulfurique. Je me plante peut-être au niveau de la date, mais non, mais j'étais toute jeune, ça c'est sûr et certain. Et je me souviens avoir adoré lire dès le début du Nothomb parce que je l'avais trouvé mais tellement bizarre cette nana. J'avais adoré Acide sulfurique, j'ai tout de suite embrayé par Stupeur et Tremblement. Ensuite, j'ai suivi par Antéchrista, Les Catilinaires, etc. Et j'ai eu un espèce de coup de foudre pour cet auteur qui, à chaque fois, me plombe en fait. Quand je termine un de ses romans, je suis toujours là à me dire j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas. J'arrive pas à savoir si j'ai compris ou pas. Mais qu'est-ce que je viens de lire? Et c'est ça, l'effet Nothomb. Donc je peux même pas vous dire si cette histoire était bien ou pas. La fin, c'est du Nothomb. Tout le long, c'est du Nothomb. Mais c'est du Nothomb que j'appellerais, entre guillemets, à l'ancienne. C'est le Nothomb, justement, comme je vous citais, de l'époque de Stupeur et Tremblement, etc. C'est vraiment ce que j'appelle du bon Nothomb. Parce que j'ai tendance, pas forcément à bouder, mais à être un petit peu plus réticente avec ces dernières œuvres, qui m'ont paru moins avant-gardistes, moins perchées en fait, moins Nothomb. Et celui-là, malgré tout, je l'avais trouvé très sympa et il m'a rappelé la Nothomb des débuts. La lecture d'après a été une lecture plutôt chill, que je me suis farcie dans le train pour Paris. Il s'agit de Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. L'histoire est toute simple. Il y a 4 ans, les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu. Et depuis, visiblement, c'est la merde. Les cadavres s'amoncellent. Les joailliers qui ont conçu ces bijoux ont été mis en faillite. Ça a été un scandale pas possible dans Versailles, comme tout pouvait l'être à la cour finalement. Et de ce fait, 4 ans plus tard, Marie-Antoinette décide de missionner 2 de ces personnes, histoire d'aller enquêter sur tout ce bordel et savoir qui a chouré les bijoux. Les personnes en question, il s'agit de Rose Bertin, qui est sa modiste, on dirait styliste en 2021, mais à l'époque c'était modiste, et de Léonard Rottier, son coiffeur. Et les deux s'entendent pas spécialement bien. Avec un speech pareil, vous imaginez bien qu'on part pas sur du thriller de fou à base de sang, etc. Là, on est clairement sur de l'enquête policière drôle, et ça fait du bien.
Rose Bertin et Léonard Autier sont tout le temps en train de s'envoyer des pics. Et des pics à la sauce Versailles. Hein. C'est vraiment du pic... c'est super drôle. C'est rafraîchissant à mort quand vous lisez ça. Et c'est le genre de livre, vous le terminez, vous êtes là... Oh putain, c'était pas folichon, mais qu'est-ce que je me suis marrée. Clairement, on n'est pas non plus sur de la grande littérature, hein. Le texte n'est pas forcément hyper riche ou quoi que ce soit. C'est pas mal écrit, hein, loin de là, mais ça se lit quand même super facilement au final. C'est de la lecture clairement que j'appellerais facile, et c'est pas péjoratif. Tu dis bonjour Nounours? Il fait tout son cinéma depuis tout à l'heure, il est en train de grimper absolument partout. Salut! Ce qui est quand même très appréciable dans cette œuvre, c'est qu'on a pas mal de faits historiques qui sont repris, notamment l'enquête de base. Les bijoux de la comtesse du Barry qui ont disparu, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il s'agit d'une sorte de reprise de l'affaire du collier qui a touché Marie-Antoinette. Fuji, je vois ta queue qui passe. Pour ma part, j'ai profité du prix découverte, tirage limité apparemment, mais limité à combien, je ne sais pas, pour 8,90 €, donc c'est aux éditions de La Martinière. Donc franchement, pour un petit livre comme ça, là, c'est pas cher payé, 8,90 €. Il y a 4 tomes sur la série pour l'instant, je sais pas s'il y en aura plus, mais pour l'instant, il y en a 4. Et c'est des prix, ça tourne à ces alentours-là, hein. Là, vous avez 8,90 €, le tome 2, il me semble que c'est aux alentours, je veux pas dire de bêtises, mais genre, ça doit être 16 € maximum, quoi. C'est pas un gros investissement. C'est pas un grand format à 25 € quoi. Ma lecture suivante a été plutôt lourde. Et quand j'utilise le terme lourde, je veux pas dire chiante, je veux dire simplement moralement éprouvante. J'ai enfin découvert, à presque 27 ans, Les Misérables de Victor Hugo, la version abrégée. Cette édition abrégée, ça fait un petit moment que je me la traîne et que je l'ai jamais ouverte. Et là, je me suis dit, ma fille, à presque 27 ans, t'as toujours pas lu Les Misérables ? C'est un peu nul quand même pour une grande lectrice. Du coup, je me suis lancée là-dedans, mais je vous rassure, j'espère acquérir assez vite l'œuvre intégrale. En vrai, je voulais connaître la trame principale finalement de cette histoire, parce qu'il y a énormément d'adaptations autour qui me font énormément d'œil, notamment l'adaptation en manga en 7 ou 8 tomes. Elle me tente vraiment, mais je voulais pas commencer à la lire sans avoir lu ça. Bon, après, il y a des adaptations en film, tout ça, notamment, il me semble, avec Gérard Depardieu, Lino Ventura, enfin, c'est 2 adaptations distinctes, hein, je veux pas faire de bêtises. Et une adaptation hyper bizarre avec Hugh Jackman, Anna Hathaway, etc., où ils font que de chanter. Alors, Les Misérables, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le présente, sérieusement ? Le speech des Misérables, on suit principalement Jean Valjean. Jean Valjean, c'est un mec qui a passé 19 ans au bagne. Il dit de lui-même que c'est un galérien. Et moi, j'aime pas utiliser ce terme-là, parce que franchement, Jean Valjean, je l'aime bien. Bref, je rappelle que j'ai la version abrégée, que l'œuvre de base fait, il me semble, 1400 ou 1200 pages, quelque chose comme ça. Là, elle en fait à peine 400. Donc, ils ont cuté quand même pas mal de choses. Donc, si pour moi, le roman commence pas au même endroit que Les Vrais Misérables, je m'en excuse. Moi, j'ai lu 400 pages, parce que je suis un petit peu une flippette. Dans ma version, on commence donc avec Jean Valjean qui sort du bagne, ça fait 4 jours qu'il est dehors, et il marche. Il galère. Il marche et personne veut de lui au final. Quand il arrive dans les auberges, tout le monde « Ah mais non, nanani, nanana être un ex-bagnard, c'est pas tout rose. Hein. Déjà que le contexte là-bas n'est pas rose de base, mais alors quand tu sors du bagne, accroche-toi aux branches. Donc Jean Valjean, il marche, et à un moment, il tombe dans une petite auberge où il y a un prêtre, je crois. Il y a un prêtre, tout ça, bref, il lui donne à bouffer, tout ça, il le fait dormir, tout ça. Et Jean Valjean, en pleine nuit, il se casse, et en plus, il a chouré des trucs, et il se barre. Mais il se fait choper par la police, qui le ramène, et qui dit « Oui, monsieur, il vous a piqué des trucs. Hein. » Et le prêtre, finalement, est super cool avec Jean Valjean, il dit « Mais non, mais n'importe quoi, mais il a même oublié les chandeliers, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin bref, vous voyez un petit peu le topo, Jean Valjean sort du bagne, il aimerait bien entre guillemets se racheter, mais personne lui laisse sa chance. En parallèle de ça, on rencontre Fantine. Fantine c'est qui? Fantine c'est une petite nénette en couple, etc., avec qui ça se passe bien finalement, et Fantine elle a une fille. Je vais vous donner le nom, ça doit vous rappeler des trucs. Cosette! Fantine c'est la mère de Cosette, et un jour elle se fait lâchement abandonner par son compagnon. Mais comme c'est stipulé dans le livre, apparemment elle s'en tape un petit peu, mais voilà, donc du coup elle se retrouve mère célibataire. Et en 1800 et quelques, c'est la merde. Fantine se retrouve donc mère célibataire, et au début, si ça se passe à peu près pas trop mal, elle finit par vraiment galérer à pouvoir nourrir sa petite. Et quand on galère, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire un choix. Est-ce que tu préfères garder ton môme avec toi, ou est-ce que finalement tu préfères qu'il soit ailleurs, mais peut-être plus heureux ? Le dilemme est compliqué. Et Fantine, par le hasard des choses, finit par rencontrer le couple Thénardier,
qui lui propose de récupérer Cosette en échange d'une petite pension. De base petite, vraiment petite, mais juste au début. Fantine leur confie donc Cosette et elle part travailler, histoire de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. Mais même si vous n'avez pas lu Les Misérables, normalement vous avez peut-être déjà entendu parler des Thénardier ou au pire entendu quelqu'un se faire traiter de Thénardier. Parce que oui, Thénardier c'est une insulte. Les Thénardier c'est des pourris, clairement. Fantine galère à leur envoyer de l'argent pour nourrir Cosette, etc. Ils sont toujours là à gratter, on n'a pas assez d'argent, et ceci, et cela, et Cosette, et nanani, elle peut pas se payer de vêtements, tout ça, alors que c'est des conneries. Cosette a largement suffisamment d'argent pour se payer des vêtements, ceci, cela, enfin pour que les Thénardier lui payent des vêtements. Mais les Thénardier préfèrent l'affamer, préfèrent la faire traîner en guenilles, préfèrent s'en servir comme esclave et utiliser l'argent pour eux. Mais Fantine, elle ne sait pas tout ça. Donc Fantine se tue clairement au travail pour la petite Cosette. En parallèle de ça, on a Javert. Javert, c'est un officier de police qui est... Ah, on sait pas, un Javert, on sait pas trop. Javert, depuis le début, il est sur le fessier de Jean Valjean et il veut pas le lâcher. Il veut pas le lâcher parce que pour lui, Jean Valjean, c'est un bagnard, c'est un voyou, et nanani, nanana. Et Javert, on sait pas trop. C'est un personnage que j'ai réussi à seulement cerner à la fin et que j'ai apprécié au final seulement à la fin. On a aussi Marius. Marius, c'est un gentil petit gars qui vit chez son grand-père et qui finit finalement par partir. Parce qu'il y a une histoire avec son père à lui, son père qui aurait été à la bataille de Waterloo, il me semble, je sais plus, avec Napoléon, enfin ceci, cela. En fait, c'est ça, par contre, Les Misérables. Là, ça paraît très très décousu ce que je dis, mais c'est des entrelacs, en fait, de tout plein de personnages, de tout plein d'histoires. C'est incroyable, on se rend pas compte. Par exemple, le père Thénardier, là. Le père Thénardier, qui est le pourri par excellence, il connaît pas mal de personnages en fait, et on se rend compte qu'il a pas été si pourri que ça avec... Mais finalement, s'il a été pourri, c'est incroyable, et c'est pour ça que j'ai adoré l'œuvre des Misérables finalement. C'est que l'histoire est prenante, les personnages sont prenants parce qu'ils ont tous d'une manière ou d'une autre un lien avec les autres. Et le contexte historique aussi est vraiment très sympa, et ça se passe donc au début des années 1800, c'est peu après la Révolution française. La Révolution française qui a vu un nombre incroyable de têtes tomber, notamment Marie-Antoinette, son mari Louis XVI, Robespierre, etc. La Révolution française qui a été faite pour se libérer de la monarchie, où les citoyens pensaient clairement qu'en se libérant du joug du roi et de la reine, ils seraient tranquilles, où la vie serait bien meilleure, mais finalement c'était toujours autant la merde. Et suivant ce contexte, suivre nos personnages, c'est misérable parce que c'est ce qu'ils sont miséreux pour les trois quarts. C'est prenant parce qu'on est là, on lit les pages défilent et on a l'impression que dès qu'une galère se dénoue, on se dit c'est bon, ça va être fini, et en fait pas du tout, ils en reprennent une vague en pleine tronche, et c'est ce qui rend ce livre, ces personnages tellement attachants. C'est que ce sont clairement, comme le nom du roman l'indique, des misérables. C'est des pauvres miséreux qui n'ont pas un sou pour grailler, qui ont à peine une fringue à se mettre sur le dos, qui galèrent, clairement ils galèrent, mais ils sont tellement attachants parce qu'au final ils ont toujours cette façon d'y croire en un sens. Jean Valjean, il prend pelle sur pelle sur pelle. À un moment on se dit mais c'est pas possible, il va en avoir marre de se casser le dos pour rien, il va finir par se foutre en l'air ce type. Et en fait pas du tout, parce qu'au moment où il en a marre, où c'est le moment où il faut qu'il s'arrête, il croise la route de Fantine, il entend parler de Cosette, et hop là, ça repart, une couche d'espoir parmi toute cette misère, et ça fait un bien monumental. Et là où je dis par contre que ce texte est très dur, c'est que comme je vous disais, on ressent extrêmement la misère finalement des personnages. On ressent extrêmement la misère, même si moi, comme je vous disais, de temps en temps, j'ai perçu un petit peu d'espoir. D'autres le percevront absolument pas, c'est peut-être moi qui est totalement perché à ce niveau-là. Par contre, on a une grosse scène de bataille à la fin du livre où on suit aussi pas mal le personnage de Gavroche dont je n'ai absolument pas parlé. Honte à moi. Et cette scène de bataille est incroyablement bien décrite. Mais qu'est-ce qu'elle fait mal ? Qu'est-ce qu'elle fait mal? Parce qu'on vous parle de certains personnages où ça fait une cinquantaine, voire une centaine de pages sur ma version abrégée. Donc dans la version ordinaire, ça doit faire au moins 200 voire 300 pages où vous vivez avec. Vous les entendez, enfin, vous les lisez, bah, c'est prenant, hein. Vous les lisez en train de rigoler, en train de divaguer, etc., etc. Ils ont vraiment, c'est des camarades au final. C'est le bordel dehors, mais c'est des camarades. Et ils sont quand même très attachants, et pendant cette scène de bataille, vous les voyez tous mourir un à un. Et mon Dieu que ça fait mal! C'est pas le premier Victor Hugo que je lis, mais c'est un des meilleurs. J'ai adoré les autres que j'ai lus, mais alors celui-là,
m'a déchiré le cœur. Et là, dites-vous que je parle avec cette verve alors que j'ai lu seulement la version abrégée. J'ai à peine le quart du livre là. Il doit me manquer le développement psychologique des personnages, il doit me manquer aussi pas mal de bouts d'histoire, tout ça. Et c'est aussi pour cette raison que je vais en vitesse me procurer Les Misérables en intégrale et le lire en fait, retrouver Jean Valjean, Fantine, Cosette, Javert, Marius, retrouver tout le monde, suivre leurs aventures même si elles terminent pas spécialement bien, mais les suivre parce que j'ai besoin d'eux là. J'ai besoin de les retrouver pour 1200 pages parce que franchement en 400 pages c'était pas suffisant, il me manque clairement. Lecture suivante. Pareil, lu sur ma liseuse et alors elle pour le coup, c'est mon gros flop du mois. Il s'agit de Crois en moi de Élodie Solar. Où est-ce que je vais vous poster la couverture? Là, j'espère encore que ça marche. Crois en moi, c'est l'histoire de Romane, qui est journaliste de guerre et qui se retrouve envoyée en Syrie. À partir de là, il va lui arriver une galère, elle va se retrouver sous des décombres, dans le noir total, avec un inconnu. Et dans ce genre de moment, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on pratique le coït. Bref, Romane va tranquillement pratiquer le coït avec ce militaire dont elle ne sait absolument rien, clairement, ni même son prénom, ni quoi que ce soit, elle connaît juste le timbre de sa voix. Suite à ça, les secours vont arriver et pendant qu'elle sera sauvée, il va lui arriver une nouvelle galère qui fait qu'elle va s'évanouir et se réveiller à l'hôpital. À l'hôpital, Romane demande donc « Mais où est mon sauveur? Qui était-il » Personne n'est foutu de lui répondre et Romane repart donc pour Paris en se demandant avec qui est-ce qu'elle a bien pu coucher. Et comme on est dans une romance, parce que je ne voulais pas préciser, mais vous vous doutez qu'avec un speech pareil, c'est une romance, le récit va être totalement concentré sur la recherche de Romane à la poursuite de son militaire charmant, là, et voilà, et clairement, c'est ça. Et ce livre, bien qu'il soit un page-turner, m'a complètement foutu la mort. Commençons déjà par les personnages principaux. On a donc Romane, journaliste de guerre. On a Quentin, militaire. On a Aaron, un prêtre. On a un autre mec dont j'ai complètement oublié son nom, qui est un reporter et que Romane rencontre d'ailleurs à l'hôpital en Syrie. Rien qu'avec cela, on dirait le début d'une mauvaise blague. Et on va ajouter à ça Marie, la meilleure amie de Romane, qui est inutile. Alors déjà, la scène d'ouverture. Romane est en reportage du coup en Syrie. C'est la merde, hein, donc c'est la guerre. Elle est en reportage avec son caméraman Max, à qui elle parle comme de la merde, et qui, on l'apprend plus tard, est apparemment son meilleur ami. Et Max, c'est pas un spoil, hein, ça arrive à la page 10, se fait buter, en fait. Il se fait sauter par une bombe, voilà, Romane pleure, Romane n'en peut plus, et Romane, 10 minutes plus tard, se retrouve sous les décombres à pratiquer le coït. Voilà, déjà, vous voyez à peu près à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, il y a le moment où Romane est à l'hôpital. Donc Romane, elle est à l'hôpital, elle pose plein de questions. Ah, nanani, nanana, et mon sauveur, et ceci et cela. Personne ne veut lui répondre. Mais on arrive quand même à lui dire, ah oui, donc par contre, il y a une personne qui a été admise, nanani, en même temps que vous et tout, nanani, nanana, elle est à telle chambre. Donc Romane, elle y va, hein. Je veux dire, elle vient de subir un traumatisme pas possible, mais elle y va quand même, elle est taquet. Romane, elle y va. Et elle découvre un jeune homme, mais j'ai plus son nom, c'est horrible. Et elle découvre un jeune homme qui est visiblement plus petit que celui avec qui elle a couché dans les ruines. Mais bref, peu importe, il est arrivé le même jour, donc qui sait, c'est peut-être lui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Bah on lui roule une pelle, hein, c'est évident. Et c'est rempli de plein d'incohérences à la con, en fait, comme ça. Comme, bah, du coup, dès qu'elle rentre en France, il y a sa meilleure amie qui lui dit « Oui, nanani, nanana, ceci, cela, il faut que je te présente mon mec parce que je vais me marier. » Ok, super. Marie-toi, il n'y a pas de souci. Donc, Romane va au point de rendez-vous avec Marie, c'est un bar où Et elle rencontre donc Quentin, et Quentin qui est « Oh là là, militaire, nanani... » Donc là, on a tous les signes pour dire que c'est peut-être Quentin. Voilà, on les a tous. Mais ah mais non, nanani, ça peut pas être lui, je sais pas quoi. Mais quand même, il a une belle voix. Mais quand même, il est mignon. Mais quand même, il me fait de l'effet. Et Quentin, je vais vous spoiler sans vergogne, hein, clairement. Hein. Quentin est fou amoureux, ou du moins tombe fou amoureux de Romane. À la suite de ça, on rencontre le cousin de Quentin, le prêtre, Aaron. Et alors là, c'est un cliché, accrochez-vous à vos slips, c'est un cliché sur pattes. Parce que Aaron est prêtre, mais Aaron est surtout magnifique, ultra bien gaulé, absolument incroyable. Et, surprise, Aaron est prêtre, mais fortement attiré par Romane, et réciproquement. Déjà, je soulève un premier point qui m'a absolument énervé au possible, et que je ne supporte pas dans les romans. Romane est une espèce de Marissou en puissance. Pour ceux qui traînent au fond et qui savent pas ce que c'est une Marissou, l'héroïne Marissou, c'est typiquement l'héroïne qui est absolument
parfaite. Dans le cliché de base de la Marissou, l'héroïne est très jolie, tout le monde la trouve superbe, tout ça, mais elle l'ignore, elle comprend pas, elle se trouve absolument banale. L'héroïne Marissou, dans le cas de la fantasy par exemple, a aussi tous les pouvoirs possibles. Là, on n'est pas dans une fantasy, on est dans une romance. Mais donc du coup, elle a toutes les qualités possibles. Elle est douce, elle est gentille, elle est généreuse. En même temps, c'est une battante. Et qu'est-ce qu'elle est forte, et qu'est-ce qu'elle est courageuse! Et de ce fait, l'héroïne Marissou est également adulée de tout le monde. Et c'est le cas avec Romane, dont tous les personnages masculins sont fous amoureux. Et ça rend la chose, je ne sais pas pourquoi, extrêmement énervante. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, elle a une cour à ses pieds et il n'y a plus qu'à choisir. Et là, je vais vous parler d'un point qui m'a chiffonné et après on va passer au suivant où je risque aussi de déblatérer quand même pendant pas mal de temps. Le premier point, c'est ses relations, justement, au masculin. Le rapport qu'elle a aux hommes me dérange un petit peu quand même. Principalement sur celui du mec dont j'ai oublié le nom. Alors ce mec-là, elle le qualifie clairement d'antidépresseur. Parce qu'elle n'arrive pas à retrouver son militaire, et bah de temps en temps, elle a besoin de se retrouver dans les bras d'un gars gentil qui prend soin d'elle, et le mec en question, c'est lui. Et moi, où j'ai trouvé ça super malsain, c'est que le mec est amoureux. Il lui dit clairement, elle le sait pertinemment. Elle sait pertinemment qu'elle ne fera rien de plus avec lui que de temps en temps coucher avec lui, mais à aucun moment elle ne lui en parle. À aucun moment elle ne lui en parle, elle l'appelle pour rigoler, oh mon antidépresseur préféré et ceci et cela. Et nous pendant ce temps-là, on voit ce pauvre mec qui patauge, qui galère, qui veut juste l'attention de cette fille, alors qu'elle en a strictement rien à branler quoi. Et encore concrètement, si elle a juste envie de se faire plaisir avec un mec, moi ça me dérange pas sur le principe, on est en 2021, concrètement l'héroïne elle fait ce qu'elle veut. Mais à partir du moment où tu sais que tu ne vas rien offrir de plus à ce garçon que du sexe, ou de temps en temps avoir besoin de lui pour te consoler, la moindre des choses c'est de lui dire, parce que là, moi tout ce que j'ai vu, c'est une espèce, excusez-moi du terme, une espèce de connasse qui profite d'un gars amoureux d'elle, alors qu'elle sait très bien qu'elle n'en voudra jamais, et lui pendant ce temps-là, il a mal. Ensuite, l'autre point qui m'a fortement chagrinée, voire même au-delà de chagriner, clairement par moments révolté, c'est le rapport au sexe de Romane, parce que ce roman est une romance, mais pas que, ils passent leur temps à baiser. Le rapport au sexe de Romane ne me dérange pas dans le sens où elle couche avec à peu près n'importe qui, enfin n'importe qui. Dans le roman, elle a 3 ou 4 amants, mais ça concrètement c'est un détail dont je me fous totalement, ça c'est pas un problème, c'est pas le nœud du problème selon moi. Le nœud du problème selon moi, c'est le message que véhiculent les scènes de sexe au lecteur. Et ça me fait encore plus bizarre de me dire que c'est une femme qui a écrit ce roman parce que pour moi, le rapport au sexe là-dedans est super bizarre. Premièrement, on va parler protection. Ce qui m'a fortement gênée dans ce roman, c'est que toutes les scènes de sexe ne mentionnent à aucun moment l'utilisation de protection. Ou on va faire un ratio par exemple de 10 scènes de sexe, il y en a peut-être une seule où ça en parle. Et moi je trouve ça extrêmement gênant. Parce que oui, c'est pas spécialement glamour de parler de capote en plein rapport sexuel, surtout quand c'est spontané, etc., etc. Mais tu nous présentes une héroïne qui couche quand même assez facilement avec des personnes différentes. La moindre des choses, c'est d'utiliser une protection et de le préciser. Et si tu as l'impression que ça rend pas la chose glamour, fais en sorte de le faire. Ton lectorat peut très bien avoir une trentaine d'années comme il peut en avoir une quinzaine à peine. La moindre des choses pour moi dans ce cas-là, c'est de parler de protection. Parce que si c'est une personne de 30 ans qui le lit et qui a déjà vu le loup plusieurs fois, c'est pas un problème. On sait ce qu'on a à faire. On a les protections, on a la contraception, etc. Ça on sait, il n'y a pas de souci. Mais la petite nénette de 15 ans qui découvre ton roman, qui a clairement jamais limite entendu parler de sexualité, elle va voir quoi? Elle va voir une nana qui se fait tringler, sans aucune protection, et elle va trouver ça normal. Et pour moi, ce message est super dangereux. Bien que je n'aime absolument pas cette œuvre, je vais vous prendre After d'Anna Todd en exemple. La première fois où Tessa et Hardin couchent ensemble, qu'est-ce qu'ils font? C'est clairement stipulé qu'ils utilisent un préservatif. Passé ce message-là, il y a quelque chose d'autre qui m'a dérangé, mais là c'est pas sur le côté prévention ou quoi que ce soit, mais là c'est vraiment clairement en termes de coït. J'ai trouvé ça très dommage que tous les rapports sexuels soient très concentrés uniquement sur la pénétration. On va reprendre le ratio des 10 rapports. Sur les 10 rapports sexuels pratiqués avec Romane et qui que ce soit, je m'en fous, il n'y en a qu'un seul qui fait mention d'autre chose que de la pénétration. Il fait mention d'une relation buccale donnée par Romane, et en plus de ça, elle n'est pas donnée par envie, elle est donnée uniquement pour faire plaisir à son amant. Et ça, c'est tellement glauque. Moi, ce qui m'a fortement dérangée là-dedans, c'est le message en fait que ça me transmet, et comme je l'ai reçu personnellement, c'est qu'on est en 2021. On a énormément, que ça soit sur Facebook, Instagram, en livre, etc., énormément de comptes de personnes qui se sont lancées pour parler d'une autre sexualité, pour montrer que le sexe n'est pas forcément de la pénétration, ça peut être autre chose.
pour aussi aider à libérer la pensée de cette pression que le sexe est forcément de la pénétration, que le sexe doit forcément mener à l'orgasme, etc., etc. Et pour moi, les messages véhiculés dans ce livre-là, c'est le rapport est uniquement de la pénétration et elle et lui jouissent systématiquement. Et allez, pour rajouter un petit peu de cliché, généralement ça peut prendre autant 10 minutes parce qu'elle est trop excitée, comme ça peut prendre des heures parce que c'est connu que de se faire limer pendant 3 heures, c'est quelque chose qui excite toutes les femmes. Bref, je vais pas non plus plancher trop longtemps sur ce livre, mais c'est en partie pour cette raison que moi cette œuvre, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle m'a révoltée, c'est pas le terme en fait, mais vraiment elle m'a énervée. J'ai terminé le livre, même le happy end en fait je m'en foutais d'avec qui elle finissait, tout ça, je m'en tapais. Moi tout ce que je voyais c'est que pour moi les messages envoyés étaient clairement mauvais. Que ce soit, comme je disais, pour des personnes de 30, 40, 50 ans, que pour des gamines, pour moi c'était maladroit. C'était mauvais. Et la fin, parlons-en de la fin. Elle est clairement capillotractée. La fin, en résumé, on dirait un film de Monsieur Night Shyamalan en livre. C'était pas ouf. Je tiens à dire que je ne remets absolument pas en cause les capacités d'auteur de Elodie Solar, qui a sûrement fait des très bons romans à côté. J'insiste simplement sur le fait que déjà son héroïne est super chiante et ensuite les messages qu'elle véhicule en termes de sexualité sont très 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 mauvais. Il faut absolument revoir ça, c'est dangereux ce que tu prévois, ce que tu transmets. Pourquoi ce que tu... n'importe quoi. Ce que tu transmets, c'est dangereux ce que tu transmets. Allez, on va relever le niveau et on va arrêter de s'énerver avec ma toute dernière lecture du mois qui a été hyper sympa et que je vous ai présentée dans mon haul justement de la dernière vidéo. Il s'agit de l'adaptation en manga du conte de Monte Cristo. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je n'ai jamais lu le conte de Monte Cristo. J'ai lu énormément de classiques, mais les classiques parmi les classiques, le conte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, etc., je ne les ai pas lus. J'ai même honte de dire que je n'ai jamais lu un seul Dumas de ma vie. Le conte de Monte Cristo, c'est l'histoire de Edmond Dantès qui a à peu près tout pour avoir une belle vie. Il a un bon travail sur un bateau, il est sur le point d'être nommé capitaine. Il a une super jolie fiancée, Mercedes. Il a un papa aimant, enfin bref, il a absolument tout pour plaire et pour avoir une super vie. Le truc, c'est que les gens gâtés comme ça, ils sont souvent jalousés. Et c'est le cas d'Edmond Dantès qui est très très fortement jalousé par Danglars, qui est un autre employé du bateau, mais également par Fernand, qui est un prétendant de Mercedes. De conspiration en erreur judiciaire, le jour de son mariage avec Mercedes, Dantès est arrêté par la police et est envoyé au bagne. Il est envoyé au bagne durant 14 ans pour avoir été à tort dénoncé en tant que bonapartiste. Et quand vous vous retrouvez coincé pendant 14 ans dans un endroit sordide alors que vous étiez sur le point de vous marier et que l'affaire devait prendre à peine quelques jours, ça fait quand même un peu mal. Edmond Dantès, il est en prison, il dépérit et finalement il croise la route de l'abbé Faria. L'abbé Faria qui finalement va lui donner entre guillemets un petit peu espoir et avec qui il va nouer une très belle amitié. Bref, Edmond Dantès va finalement réussir à se barrer du bagne, autrement il n'y aurait pas de roman. Par un procédé d'ailleurs super sympa, à la mort de l'abbé Faria, Dantès se fait passer pour lui dans le linceul et jeté à la mer. Et je ne sais pas par quel miracle il arrive à en sortir, mais bref, au moins il est dehors, ça y est. Et c'est des années plus tard que Dantès revient sous les traits du comte de Monte Cristo, bien prêt à accomplir sa vengeance. Et cette vengeance est absolument délicieuse. Il rencontre personnage sur personnage avec qui il tisse des liens, etc. etc. C'est très bon, c'est très sympa. Il a toujours un côté très égocentrique, très manipulateur, mais en fait quand il rencontre les personnes, on est toujours là à se dire « ça va mal tourner, mais pourquoi ?» Et la vengeance est absolument incroyable, parce que même si on sait qu'elle va arriver, parce que c'est le propos du conte de Monte Cristo, c'est la vengeance, à partir du moment où elle arrive, on se la prend en pleine tête, c'est génial. Là où j'ai adoré cette adaptation, parce que je ne connais pas le roman de base, mais pareil que Les Misérables, je vais sûrement me ruer dessus parce que ça m'a donné fort envie. Ce que j'ai trouvé très sympa, bien que très sordide, dans ce roman, c'est que Dantès n'a clairement aucun scrupule, notamment pour les dommages collatéraux. Dantès s'en fout de briser des familles, Dantès s'en tape de foutre une merde incroyable à partir du moment où la personne visée prendra cher. Lui, c'est tout ce qui lui importe.
Tout du moins, c'est ce qu'on pense pendant l'œuvre. Et de fil en aiguille, on se rend compte que quand il y a des dommages collatéraux, finalement, c'est pas spécialement ce qu'il voulait. Mais ce personnage a un espèce d'égocentrisme absolument incroyable, mais qui le rend même pas attachant, mais qui le rend en fait encore plus fascinant. Parce que n'importe quel personnage traité de cette manière aurait été horrible à suivre. On aurait eu envie de lui jeter des trucs dessus, mais lui, non. Lui, on est là, on attend simplement qu'il accomplisse sa vengeance. On attend simplement ça. Et quand ça arrive, on est là. Enfin, c'était un truc de fou, c'est génial. Et j'ai adoré le conte de Monte Cristo, c'était quelque chose quoi. Au niveau des dessins, on est sur du manga de base, hein, je vous montre un petit peu. Mettons, lui par exemple, c'est Dantès. On est clairement sur des traits de base, hein, voilà, c'est du manga, quoi. Il n'y a pas un coup de crayon de fou, ou quoi que ce soit, ceci, cela, c'est vraiment du manga. Pour moi, on est limite, en fait, sur des traits presque shoujo, finalement. Mais c'est vraiment très chouette et ça permet de découvrir l'œuvre pour ceux qui trouvent les 3 tomes de base pas spécialement abordables, parce que il faut avoir envie quand même de se lancer dans des pavés comme ça, surtout quand c'est un classique et qu'on n'a pas spécialement l'habitude. Donc pour moi, les adaptations en fait comme ça en manga sont vraiment très sympathiques pour découvrir des œuvres classiques sans forcément aller se dégoûter de la lecture si on n'a pas l'habitude de lire. Il y a du coup dans cette collection qui est aux éditions Nobi, il y a dans cette collection aussi d'autres œuvres du coup qui me tentent pas mal. J'ai noté par exemple Raison et Sentiment de Jane Austen. Il y en a un autre, j'ai plus son nom, c'est une adaptation d'un classique japonais. Il y a aussi Jane Eyre de Charlotte Brontë qui me tente énormément, La petite princesse Sarah, etc. Bref, il y en a pas mal qui me tentent et je me demande si un rythme d'une fois par mois, là, en acheter un, ça serait pas un truc plutôt sympa. Il y a aussi d'autres adaptations que j'avais trouvées, mais c'était pas aux mêmes éditions, c'était notamment Orgueil et Préjugés, Les Liaisons Dangereuses, etc., qui sont très sympas. Mais moi, dès qu'il y a une adaptation de façon comme ça, j'aime bien, je prends. Excusez-moi, je vous le remonte, mais regardez, moi, vraiment, Dantès, il m'a fait un truc, quoi, je l'ai trouvé incroyable, il est... Ah, Je suis une vraie fangirl, c'est horrible. Bref, c'est la fin de la présentation de mes lectures du mois. J'ai eu l'impression d'avoir pas spécialement lu, mais en fait, 5 livres, franchement, ça va, c'est pas trop mal, quoi, c'est pas déconnant. C'est la fin de ma présentation. J'espère du coup que ça n'a pas été trop long pour vous, que ça n'a pas été trop chafouinant. Surtout quand j'ai commencé à m'exciter sur Crois en moi. Ouf, alors là, c'était du sport, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de 1 si la vidéo vous a plu, de 2 si le nouveau cadre là vous a plu, hein, de 3 qu'est-ce que vous avez lu. Encore une fois, on est toujours sur les premières vidéos, donc toute critique est la bienvenue. Soyez gentils, s'il vous plaît, hein, merci. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Et dites pourquoi c'est pas encore fait. Pour ceux qui le sont déjà, merci, c'est super cool. Et donc là, c'est le moment de la vidéo où je suis censée vous balancer ma phrase de conclusion que je n'ai absolument pas travaillée. Et je ne sais donc toujours pas comment conclure cette vidéo. Je peux vous regarder dans le blanc des yeux comme ça pendant longtemps. Je vais simplement me contenter de vous souhaiter un très bon week-end. Finissez bien. Ah oui, c'était aussi ça que je voulais dire. Par rapport à mon rythme, etc., je me suis rendu compte que 2 vidéos par semaine, c'était quand même assez compliqué. Donc je me dis qu'on va commencer par une par semaine, qui sera postée le samedi à 10h. J'espère que ça vous ira, et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer un très bon week-end et pas trop de folie. Salut!